Voilà, c'était Poutine contre les USA, réalisé par Michael Kirk, à revoir pendant 7 jours comme toujours sur arte.tv, documentaire que nous avons regardé avec vous deux. Christine Ockrent, bienvenue à vous. Vous dirigez, vous animez l'émission Affaires étrangères sur France Culture tous les samedis. Vous êtes par ailleurs l'auteur de nombreux essais, notamment celui-ci, Les oligarques, publié chez Robert Laffont en 2014, qui nous racontait à la fois ces hommes d'affaires qui gravitent dans l'univers du Kremlin, mais aussi le système Poutine, finalement, entre affairisme, concentration du pouvoir et génie de la manipulation. Vous êtes également l'auteur de La double vie de Hillary Clinton en 2001 et puis de L'Amérique en colère, et ça c'était en 2016. Avec nous également dans cette émission aujourd'hui, David Erzenhorn, bienvenue à vous. Après avoir été journaliste à New York, Washington et Moscou pour le New York Times, vous avez posé aujourd'hui vos valises à Bruxelles, où vous êtes responsable du Bureau européen de Politico, ce nouveau média d'information que l'on connaît bien sûr, ce pure player fondé en 2007. Alors voici la dernière phrase du documentaire que nous avons regardé ensemble. Je la cite: les Russes voulaient juste semer le désordre dans la campagne américaine. Les résultats ont surpassé leurs attentes. Est-ce que vous pensez, comme Michael Kirk, Christine Ockrent, que même Vladimir Poutine ne pensait pas que Trump pouvait être élu? Il est très prétentieux d'entrer dans la tête de Vladimir Poutine, même s'il y a un très bon petit livre qui a été écrit là-dessus. Mais ce qui est certain, c'est que le Kremlin a compris l'extraordinaire potentiel de la manipulation électronique, et l'on verra quels sont les résultats de l'enquête du procureur spécial Robert Mueller aux États-Unis sur l'ingérence russe dans ces élections invraisemblables. Ce qui me semble très intéressant, pour aller au-delà du titre de ce très bon film, c'est de voir comment la relation Poutine-Trump s'est très vite inversée. Parce qu'on a vu pendant la campagne électorale à quel point Trump faisait l'éloge de Poutine, en qui il voyait en gros la testostérone triomphante, le mythe de l'homme fort, le mal, enfin tout ce qui plaît à Trump, qui évidemment se voit lui aussi de la même espèce en quelque sorte. Et on a vu à quel point les soupçons vite avérés de manipulation russe pour aller vite dans ces élections ont en quelque sorte inversé les rapports entre Poutine et Trump, qui devaient être des rapports de rapprochement, d'excellentes relations. D'ailleurs, certains analystes y voyaient un très bon signe que les relations entre Washington et Moscou s'améliorent. La création d'un nouvel axe qui aurait annulé la guerre froide, finalement. Enfin, en tout cas, qui aurait gommé les difficultés, les soubresauts des quelques 30 dernières années entre la superpuissance et celle qui aspire à le devenir. Et en fait, ces manipulations russes ont abouti exactement à l'inverse. C'est-à-dire que Donald Trump, il ne faut pas oublier non plus que sa propre famille, ses enfants sont directement mêlés aussi aux enquêtes qui sont en cours, en l'occurrence pour affairisme. Et donc, il y a au contraire un raidissement, une glaciation, en quelque sorte, des rapports entre Washington et Moscou, contre toute attente. David, est-ce qu'il faut assumer de dire que dans cette affaire-là, il faut parler d'une ingérence historique de la part des Russes ? Alors, ingérence, il y a eu, c'est certain. Mais comme vous l'avez dit, rien ne permet d'affirmer que Poutine pensait qu'il allait pouvoir faire élire Trump ou qu'il voulait faire élire Trump. Quand on voit la politique poutinienne en Russie, le but, c'est la stabilité. Et Donald Trump, c'est le contraire, c'est le désordre, c'est un facteur de déstabilisation. Mais la Russie voulait montrer qu'elle avait les moyens de brouiller les cartes. Elle envoie un avertissement. Les prochaines élections, ce sont les élections russes, au mois de mars. Et le message, c'était « Ne touche pas à mes élections et je ne toucherai pas aux tiennes ». S'il y a trêve maintenant, qui va en profiter? Eh bien, c'est Poutine. Vous voulez dire que d'une certaine manière, peu importait l'issue de cette élection américaine? Non, il y avait un enjeu sur le vainqueur ou la vainqueur, mais l'objectif, c'était de questionner la légitimité d'Hillary Clinton et de son élection. Mais les attentes de Poutine et même de ses ennemis, Mikhail Khodorkovsky, l'ex-PDG d'Yukos, qui est en prison maintenant, qui a été mis en prison par Poutine, c'était plutôt de discréditer le processus électoral, de questionner la légitimité d'Hillary Clinton, mais de se retrouver avec un acteur que la Russie connaît, c'est-à-dire Hillary Clinton.
Alors à présent qu'Hillary Clinton est battue et que Donald Trump, en effet, est le 45e président des États-Unis, Christine O'Krent, jusqu'où elle peut aller cette affaire d'ingérence et cette enquête judiciaire, vous l'avez rappelé, sur les liens entre le clan Trump et la Russie de Poutine, un grand procès avec quel genre de conséquences sur le mandat de Trump? En tout cas, une enquête qui a été confiée à un homme qui bénéficie à Washington du respect dans les deux camps, Robert Mueller. Il était question, il y a quelques jours, qu'il convoque le président des États-Unis pour être entendu. Donald Trump avait fait dire au départ que bien sûr, il était prêt à tout, puisque évidemment, tout ça, c'est du blabla. Et puis, à la fin de la semaine dernière, au contraire, la Maison-Blanche s'est raidie, semblant affirmer qu'il n'était pas question que Donald Trump se rende à une quelconque convocation. Mais il y a eu déjà un premier déclenchement, ou même deux, puisque Paul Manafort, qui a été brièvement le directeur de campagne de Trump, candidat, et surtout Michael Flynn, qui a été brièvement conseiller à la sécurité nationale, donc qui est l'un des jobs les plus importants à la Maison-Blanche, Flynn a été viré très vite et maintenant il a capitulé face à cette commission d'enquête avec laquelle il collabore. Et donc il est évident que cette enquête s'est rapprochée beaucoup de la Maison-Blanche et peut aussi inquiéter les enfants Trump, puisqu'on sait à quel point, pour cette famille, ce qui compte, c'est la marque, c'est la valorisation de la marque, et c'est le sens des affaires. Et comme Donald Trump lui-même s'est toujours prétendu être un génie du deal, tout le problème est de savoir jusqu'à quel point ces différentes enquêtes qui empoisonnent malgré tout ce mandat déjà, sans pour autant faire vaciller le socle des électeurs de Donald Trump, qui ne s'y intéressent pas et qui voient au contraire un complot des élites contre leurs héros. Néanmoins, cela empoisonne, ça décrédibilise, comme si besoin en était, le 45e président des États-Unis. David Arsenan, est-ce que vous avez la certitude aujourd'hui qu'il y aura en effet, à l'occasion de ce mandat, des révélations, au-delà du soft power russe, sur des histoires financières, des histoires de blanchiment entre ces deux hommes-là, ces deux dirigeants-là? Alors là, il y a un vrai problème parce qu'on se trompe de débat. Tout le monde a bien compris qu'il va être excessivement difficile pour Robert Mueller de prouver qu'il y a eu collusion entre la campagne Trump et la Russie, et encore plus difficile de prouver qu'il y a collusion entre les Russes et Trump lui-même. C'est très improbable. Mais ce qui apparaît ici au grand jour, ce sont les insuffisances criantes du système électoral américain, et on n'en parle pas. C'est tout à fait amusant de voir que tout le monde se concentre sur l'enquête du procureur spécial. Mais finalement, c'est pas bien grave, c'est le monde à l'envers. Est-ce que Trump a menti à la justice? Est-ce qu'il a tenté d'entraver l'action de la justice en virant le directeur du FBI? D'accord, c'est un problème, mais un problème de droit. Mais le vrai enjeu pour 300 millions d'électeurs, c'est que l'élection a été faussée. Une élection de plus où le collège électoral ne vote pas comme la majorité populaire. Et personne n'en parle, tout le monde se concentre sur quelque chose d'assez secondaire plutôt que de voir les véritables problèmes révélés au niveau du système électoral américain. C'est vrai que la démonstration faite dans ce film, elle est relativement imparable, en tout cas très convaincante. Christine O'Krent, ce film, il est également diffusé aux États-Unis. Est-ce que les Américains vont découvrir quelque chose qu'ils ne savent pas encore? Mais vous savez, les Américains, on a découvert que des Américains ont élu Donald Trump, ce qui paraissait quand même très improbable à la quasi-totalité des experts, des analystes et de tous ceux qui suivent de près la politique américaine. Les Américains savent aujourd'hui que des pirates du net venus du Kremlin sont entrés en effet dans le logiciel du Parti démocrate d'Hillary Clinton. Ce sont des choses connues ou ce genre de film peut encore apprendre des choses aux citoyens américains? Je crois que ce genre de film va, comme souvent aujourd'hui, conforter ceux qui sont déjà convaincus que c'était le cas, mais que ce film ne convaincra pas, hélas, ceux qui sont tout autant convaincus que c'est évidemment un complot du système, un complot des élites contre Donald Trump, le champion des vrais Américains blancs, appauvris.
auxquels finalement les élites des deux partis, aussi bien républicains que démocrates, ne s'intéressaient plus depuis longtemps. Donc ces gens-là qui maintiennent un soutien inconditionnel à Donald Trump pour autant est de tous les présidents de l'histoire contemporaine des États-Unis le moins populaire au bout d'un an de mandat, puisqu'il stagne entre 32 et 35%. Mais encore une fois, le socle de ses électeurs considère que ces excellents documentaires, c'est en fait du fake news. Ces électeurs de Trump qu'on verra tout à l'heure dans le dernier film de notre soirée. Un mot quand même sur Vladimir Poutine, la façon dont aujourd'hui, d'après vous, il regarde ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Parce que ce film nous rappelle quand même une évidence, mais comme s'il fallait aujourd'hui le rappeler, à savoir que Poutine déteste profondément l'Amérique, et ça depuis toujours, parce qu'il y a les années KGB, parce qu'il est à Dresde au moment de la chute du mur de Berlin. Il y a quoi, une espèce de jouissance de la Russie aujourd'hui d'assister au mandat de ce président américain-là? Non, je ne pense pas. C'est un peu réducteur comme point de vue que de laisser entendre que Vladimir Poutine déteste les États-Unis. Au début de sa carrière politique, il était le partisan du business, il était l'ami des patrons et il se tournait vers les États-Unis pour des conseils, pour réaliser le programme politique à la mode. Mais prenez le cas de l'Ukraine, par exemple. Tant que le processus de paix était piloté par la France et l'Allemagne, Vladimir Poutine ne se contentait pas de si peu. Maintenant que Donald Trump a envoyé son envoyé spécial, Poutine envoie son envoyé, Surkov, qui parle à l'envoyé américain. Volker, c'est l'Empire qui parle à l'Empire. Mais Poutine sans le repoussoir américain, ce n'est pas le chef d'une grande puissance restaurée, or c'est ce à quoi il aspire. Et donc c'est un peu trompeur de dire que les États-Unis, Poutine les déteste. Par contre, l'Amérique trumpienne l'inquiète, ça c'est certainement vrai. Poutine, c'est quelqu'un qui déteste l'instabilité. Quand il voit le Moyen-Orient et les effets de la politique américaine au Moyen-Orient, il est inquiet. Il est alarmé par ce qui s'y passe en Irak, en Libye. En fait, les choix de Poutine sont beaucoup plus rationnels qu'on veut bien le dire. Alors c'est vrai qu'on va rappeler que ce documentaire est réalisé par un réalisateur très américain, et peut-être est-ce la raison pour laquelle il nous présente cette vision des choses, c'est-à-dire un Poutine haïssant l'Amérique depuis ses années KGB et bien sûr depuis la guerre froide. Vous êtes d'accord avec cette analyse plus subtile et différente de David, Christine Ockrem? Tout à fait, d'abord parce que David a été un excellent correspondant du New York Times à Moscou, et donc je crois qu'il connaît la Russie mieux que il connaît la Russie et il a vu le système Poutine évoluer. Et il est certain que cette obsession de Vladimir Poutine de restaurer sa grandeur à la Russie pour parodier Donald Trump, mais aussi pour rétablir une espèce de duopole entre Washington et Moscou, l'idée aussi que tout régime autoritaire de cette nature est obsédé par la stabilité plutôt que l'inverse, je crois que c'est tout à fait exact, et que l'imprévisibilité de Donald Trump, cette communication à coups de tweets, souvent contradictoires d'ailleurs, qui sont propres au rythme de l'information aux États-Unis, écouté, lu, entendu ailleurs, et notamment au Kremlin, ça doit véritablement faire chanceler les Pour qu'on comprenne bien, ça veut dire que Vladimir Poutine espérait en Donald Trump trouver un dirigeant américain détestant comme lui le multilatéralisme, avec ce culte de l'homme fort, du retour à la patrie comme priorité numéro 1, et qu'aujourd'hui, ce n'est pas vraiment cela qu'il trouve en face de lui, ou en tout cas, il trouve aussi cette instabilité décrite à l'instant par Christine? David Argenand? Non, mais en fait, Poutine est quelqu'un qui est plutôt en faveur du multilatéralisme parce qu'il se voit en tant que leader dans un monde multipolaire. C'est ça qui est tout à fait intéressant. Il n'aime pas beaucoup les résultats de la présidence Trump pour l'instant. Et il est évident que pour Poutine, l'équilibre n'y est plus. Alors un mot aussi, Christine Ockrem, parce qu'il est dit dans le film sur la mollesse, j'ouvre des guillemets pour le dire, de la réaction de Barack Obama à l'occasion de cette campagne électorale si particulière. En tout cas, c'est comme ça que la raconte Michael Kerr, qu'on alerte le président Obama de ce qui est en train de se passer en termes d'ingérence russe. Et Obama, comment dire, a quelques hésitations, a peur, a une sorte de frilosité comme ça, à intervenir publiquement pour dire ce que savent alors les services secrets américains. Quel commentaire de votre part? Barack Obama l'a dit et a mis en garde
ses concitoyens contre ce danger. Mais il était dans une position très délicate en tant que président sortant. Certes, il soutenait publiquement Hillary Clinton, même si il n'était pas nécessairement et pendant longtemps les meilleurs amis du monde, mais elle avait été son ministre des Affaires étrangères et à ce moment-là, le tandem avait très très bien fonctionné. Néanmoins, le président des États-Unis, et on a vu ce tempérament d'Obama, presque un intello à la française, c'est-à-dire qu'on réfléchit, on réfléchit, on réfléchit, et puis à force de réfléchir, on se dit « Ah bon, ben peut-être que le moment est passé ». Mais en l'occurrence, je crois qu'il avait aussi le souci de ne pas aller au-delà du rôle que les institutions lui confèrent. Donc de rester au-dessus des partis. Mais il a émis cette mise en garde. Il ne faut pas oublier les similitudes que quelqu'un comme Poutine discerne entre Obama et Donald Trump, alors que ces similitudes ne sautent pas forcément aux yeux. Mais la réaction d'Obama au printemps arabe, c'est « on est pour la rue arabe ». La rue a automatiquement et instinctivement raison. Problème, en Égypte, les résultats ne sont pas ceux que les États-Unis espéraient, et donc il s'est agi d'intervenir pour corriger ce résultat. Comment est-ce que Donald Trump a réagi aux manifestations en Iran? On soutient la rue automatiquement. Et Poutine aime à rappeler que les Américains trouvent que la rue a toujours raison quand ça se passe ailleurs que chez eux. Mais Occupy, Ferguson, là, les Américains aiment beaucoup moins la voix de la rue. Donc Poutine estime qu'il y a là des similitudes entre Obama et Trump, même si nous pensons que ces deux présidents sont totalement différents. Mais Poutine réagit à ce genre de convergence. Et une chose que le sujet illustre très bien, c'est que Poutine a menti au sujet de l'Ukraine et de la Crimée. Et il est tout à fait certain qu'il a menti. En même temps, Poutine estime qu'à lui aussi, on lui a menti. On a menti à la Russie au sujet de l'expansion de l'OTAN, par exemple, au sujet de la Libye également, toutes sortes de choses. On parle de revanche dans ce film. C'est pourquoi c'est le titre du film. Rapidement, Christine. Et je crois que nous autres Européens, nous sous-estimons absolument la menace potentielle que l'Union européenne, cet immense espace démocratique de libre circulation, représente pour, je ne dirais pas un dictateur, mais un autocrate comme Poutine. Et qui déteste l'instabilité, je crois que rien ne l'a plus fait frémir que les manifestations place Maïdan à Kiev, avec des gens qui étaient prêts à mourir en agitant le drapeau européen. Ce n'est pas un hasard si les élections russes, le 18 mars, ont lieu le jour anniversaire de l'annexion de la Crimée, donc 3 ans après. Et encore une fois, tout espace démocratique où il y a libre expression des opinions est quelque chose qui, pour lui et pour son régime, sont extraordinairement menaçantes. Et on se souvient qu'il y a eu aussi, en 2012, lors de la campagne électorale précédente, des manifestations dans les grandes villes russes. Bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous parler de cet étrange duo, cet étrange tandem géopolitique Poutine et Trump. Merci beaucoup Christine O'Krent et David Herznorn. On vous retrouve bien sûr l'une sur France Culture, je le disais, pour Affaires étrangères tous les samedis, et vous David sur le site d'information Politico et vos ouvrages dont on retrouve les références sur arte.tv. Dans un instant encore Michael Kirk, le réalisateur américain qui va nous retracer maintenant le drôle de parcours de Donald Trump, l'histoire de ce fils à papa brutal et brouillon, vous allez le voir dès le plus jeune âge, affairiste fasciné par la pub et par la télé-réalité, est devenu le 45e président des États-Unis. À tout de suite.